moi, personnellement, j'ai échoué. Je me suis échoué à moi-même. J'ai pas compris qu'à un moment donné, fallait prendre une pause. Puis c'était un énorme apprentissage, sûrement un des plus gros apprentissages de ma vie. Puis une fois que ça arrive, là, tu réalises un peu c'est quoi. Tu sais, frapper un mur. Tu sais, les espèces de mal de tête qui étaient comme, ben oui, non, c'est quoi, je suis un surhumain, j'ai pas ça, moi, puis là, à un moment donné, tu sais, ça revient. Fait que ça a été un apprentissage quand même intéressant parce que à un certain point, je réalise que c'était infaillible. Tu sais, ça avait pas le choix d'arriver, cette situation-là. On a trop vécu de choses et notre résilience, elle a été testée jusqu'au bout. Arrive la pandémie, c'était tout, on continue. Oui, on a l'air du monde. Je vais toujours me rappeler de la date qu'on a laissé partir l'équivalent de 40-50% de notre monde en une journée. C'était une des journées professionnelles les plus terribles pour moi. Ah, c'est clair. Puis, surtout parce que c'est des êtres humains qui sont là, puis qui vous donnent leur allégeance, puis qui donnent notre confiance, puis t'es comme, je veux te garder, mais comme, je sais pas quoi te dire, là, genre, contexte planétaire oblige. Là, puis... C'est hors de mon contrôle. Je travaille pour notre survie présentement. Donc, tu sais, de fil en aiguille, on a navigué là-dedans. On a monté jusqu'à un certain moment. Puis, tu sais, vous le savez, chez Stay22, on a quand même tiré profit quand même de plusieurs subventions de commercialisation. On était assez bon là-dedans, mais à un moment donné, les compagnies à travel n'avaient plus vraiment la cote. Il y avait d'autres choses à sauver, d'autres choses à miser pour les gouvernements. Fait on s'est retrouvé un peu laissé à nous-mêmes. Puis là, on était comme quoi? On attend. Puis pour quelqu'un qui a vécu l'ivresse, qui est carrément addict à l'ivresse de l'entrepreneuriat puis du hyper-growth, parce que c'est là l'ivresse. Tu lèves le matin, tu check tes chiffres, ça monte. C'est le plus gros de jour en jour, pratiquement. Là. Ouais, tout à fait. Fait tu sais, arrive le jour que là, à un moment donné, tu réalises que non seulement ça monte plus depuis des jours, des semaines, des mois, mais tu regardes ce qui se passe à la TV, tu sais que ça ne montre plus pendant encore des jours, des semaines, des mois. Puis là, tu sais, il arrive un peu l'espèce de... Moi, je pense que ça a été là, tu sais, il y a une espèce de shutdown mental. Là. Je me rappelle, tu sais, c'était environ dans le coin de fin juin, début juillet. C'est une couple de mois qu'on était dans la pandémie. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous réalisé à ce moment-là que shit was for real. Ça se passait. C'était là pour rester. Là, on en avait encore pour un an. Par contre, je pense qu'une des choses dont je suis le plus fier, c'est qu'on était capable de s'entourer en fait de gens qui étaient énormément humains. Puis tu sais là, je m'en vais un peu dans toutes les directions avec cette question-là parce que c'est une question pour moi qui est... J'ai l'impression d'avoir une filière qui est encore ouverte avec plein de papiers partout. Puis j'ai pas encore tiré vraiment de conclusion par rapport à ça, mais chose certaine, on a embauché des gens, des leaders qui étaient humains. Puis, j'ai dû m'absenter moi, pendant quelques semaines, l'équivalent de 2 mois, puis que les gens care, puis que les gens, qu'il y a une entraide. Ah, ouais, absolument. Man, c'est palpable. C'est palpable, mais ça aide à repartir la machine. Tu te sens pas que les gens veulent juste take over ta place. Je sentais l'amour de loin. Puis ça l'a aidé. Puis ça l'a aidé aussi le fait d'être plusieurs personnes qui étaient en charge. C'est quand moi je suis revenu, je sais que c'était difficile pour d'autres par la suite. Puis ça m'a permis de reprendre le flambeau. Bonjour, bienvenue au podcast numéro 3 de Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Simon Boulet, qui est investisseur et CEO, donc Chief Operating Officer, de chez Stay22. Vous demandez c'est quoi Stay22? Pas tout le monde qui connaît ça, mais aujourd'hui, on va passer de long et en large sur c'est quoi Stay22. On va regarder aussi le background entrepreneurial de Simon. On va parler également de où était Stay22 il y a quelques années avant le fameux COVID-19, où c'est rendu aujourd'hui, puis comment ils ont réussi à se réinventer à travers ce moment assez épique de notre existence. Donc, vous n'avez pas manqué de challenge dans les dernières années, on va en parler. On a plusieurs sujets de discussion aujourd'hui, on a un agenda assez complet, mais première des choses, Simon, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait bien plaisir. On se connaît en passant du Web Summit. Donc, on s'est rencontrés, je pense que c'est le fun de le dire. On s'est rencontrés dans le temps qu'on avait le droit de voyager. Donc, tout à fait. À Lisbonne, au Portugal, en novembre 2019, on était dans une délégation québécoise pour aller au Web Summit. Puis, vous aviez une belle business. On a commencé à parler ensemble puis à entretenir une relation là-bas. Puis, on continue à se reparler au Québec. Fait qu'on notre relation a démarré là-bas. Puis, justement, investisseur chez Stay22,
comment a démarré ton aventure avec eux autres? Comment tu t'es retrouvé là, dans l'entreprise? Puis après ça, si tu peux me parler un petit peu plus de l'entreprise, qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, avec grand plaisir. En fait, l'aventure commence par une curiosité, là. J'étais dans un domaine qui était intéressant au point de vue lifestyle. Toutefois, pas très stimulant. Je cherchais un peu des opportunités dans ma carrière. À ce jour, je pense encore que mon partenaire d'affaires, Andrew Lockhead, me reverse sell un peu là-dessus. Je demande à Andrew à ce moment-là, on est des gens qui se connaissent, on se connaît depuis l'université, beaucoup d'affinités entre Andrew et moi. Donc, tu sais, je dis, on peut se rencontrer, j'aimerais ça, parler du milieu de la start-up, paraît que ça grouille à Montréal. Puis là, on est en 2016-2017. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même quelques noms qui commencent à sortir. Puis là, tu sais, il me parle de 10 startups sans jamais me parler de Stay 22. Et moi, je lui demande à la fin, je dis, mais tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis, il me parle de Stay 22. Le lendemain, je suis chez eux. Il close un client dans ma face, le festival de la chanson de Tadoussac. Andrew, à ce jour, je pense encore Sérieux? que c'était un setup. Non, à la blague. Mais oui, ça s'est bien passé. Donc, je suis comme, bon, mais tu sais, le play est intéressant. C'est directement dans des choses que j'ai étudiées. Ouais. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, on s'est rendu un peu plus loin. Andrew n'avait pas un gros background en sales. Moi, j'étais là-dedans. Tu sais, je pataugeais là-dedans depuis quelques années. Fait que, tu sais, on est allé chercher une forme de complémentarité là-dedans. Puis quand le temps était bon, quand on a eu besoin d'engager un COO, parce qu'on sait que c'est pas dans les premières semaines d'une startup qu'on embauche un COO, ben c'est à ce moment-là que j'ai joint l'aventure, en fait. C'est très cool. Puis justement, là, tu es arrivé, tu t'es joint à l'aventure, c'était déjà démarré. C'est quoi la taille de l'entreprise? C'est quoi je veux dire, la taille de l'entreprise, puis qu'est-ce que faisait Stay 22 à ce moment-là quand tu es arrivé, là? Ouais, ben écoute, en fait, on avait, tu sais, je suis arrivé, je dirais qu'on était, tu sais, un peu post-MVP. Okay. Donc, tu sais, tout était à faire. On savait que le monde était, tu sais, on avait un play vraiment mondial. Ouais. On avait testé avec le Québec. On voyait que c'était intéressant. Tu sais, pour pur informatif, là, Stay 22, en fait, c'est une solution d'hébergement à la base qui était pour les organisateurs d'événements. Donc, on enlevait un peu un pain aux organisateurs d'événements que eux, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est trip, ils veulent engager, amener des rockstars qui faire leur show. Puis tout le côté hébergement, il faut qu'ils s'en occupent. Hébergement étant, je m'en vais dormir à l'hôtel. Là, tout à fait. Puis, tu sais, on remonte en 2017. C'est rendu implicite que ça prend une solution d'hébergement. Ouais, c'est ça, mais tu sais, demande au gars là, qui est tout seul à Tadoussac, puis tu sais, il y en a plein la tête de s'occuper de l'hébergement de son monde. Il n'y en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. Fait que Stay 22 arrive, on fait comme, écoute, une petite ligne de code, tu rentres ça, mon gars, t'as ta carte d'hébergement, tout l'hébergement à proximité, puis tu sais quoi, tu vas faire une petite commission avec ça. Fait que tu sais, Stay 22, c'est un peu ça le modèle d'affaires. Là. Solution simple, plug and play, tu fais un petit peu d'argent dans le détour, puis vous prenez des commissions, je présume, ou des commissions sur les ventes, dans le fond, là, qui sont octroyées. Tout à fait. Fait qu'on, tu sais, pour revenir un peu au modèle d'affaires, tu sais, Stay 22 travaille avec des suppliers en hébergement partout au monde. Puis, tu sais, là, on va penser aux plus gros parce que c'est eux qui sont prêts à faire du affiliation. Mm-hmm. Donc, les Booking.com de ce monde, les Trivago de ce monde, les Airbnb, le mal-aimé dans le domaine du rental, Vrbo aussi. Donc, tu sais, tous les suppliers dans le domaine de l'hébergement, les OTA, les Online Travel Agencies qu'on va appeler. Donc, nous, on était avec ça sur une seule carte. Fait que c'est un peu un clé en main, en fait, autant pour notre partenaire d'affaires, qui est ce festival de la chanson de Tadoussac. Maintenant, on travaille avec les plus gros partenaires. Oui. Tout mon respect pour le festival de la chanson de Tadoussac qui nous écoute. Je suis un fan de Festival en région. Mais c'est cool en passant parce que, tu sais, know your roots, là. Fait c'est parti de là, puis il faut l'acknowledge, c'est très cool. J'aime ça, les histoires de début, c'est le fun. Puis de fil en aiguille, c'est ça, là, pour terminer sur la petite histoire. Maintenant, notre core market, c'est vraiment les billetteries en ligne et, tu sais, tout ce qui est très, très wide, si on veut, là, comme possibilité. Là. Travailler avec un événement qui t'apporte des revenus pour un moment dans l'année versus une billetterie en ligne, tu sais, pense à Ticketmaster, qui a des événements, jadis des événements. Ouais. Donc, ça ressemble un peu à ça, le modèle. Ouais. Très cool. Puis en passant pour le terme technique de tantôt de MVP, c'est Minimum Viable Product, donc c'est produit minimum viable. Ce que c'est exactement, c'est que souvent, quand on crée une startup, au lieu de dire je fais le produit parfait, je mets 3 millions dans le développement de ma techno puis mon go-to-market, ben, tu fais ton produit
le minimalement au coût, mais avec un certain nombre de fonctionnalités, puis après ça, tu fais un genre de go-to-market pour après ça, dire, bon, j'ai de l'attraction, puis là, quand tu as de l'attraction, là, tu lèves une ronde, 2 rondes, 3 rondes, puis là, c'est ça. Tu fais que ça pendant des années, puis après ça, tu fais un go-to-market final, puis tu te fais acheter. Bon, ça fait. Voilà, voici du startup résumé en 10 secondes. Merci de l'expliquer, parce que des fois, on se perd dans ces buzz acronymes, si on veut, là. Mais bon, et voilà, c'est bien ça. Puis justement, quand on s'est vu au Web Summit en 2019, vous étiez en ronde de financement, ou vous finalisez une ronde de financement. Ça fait partie quand même de votre réalité là, dans une startup montréalaise, pré-pandémique, là, parce qu'on s'entend, si on vous met dans une catégorie, vous êtes du tech travel. 100%. Donc, vous êtes dans une industrie de traveling qui est super populaire avant le COVID, là, dans le sens que il y a les Airbnb qui ont poussé, il y a plein de différentes solutions qui ont poussé, puis vous essayez de trouver votre recette magique à travers tout ce fameux grand monde de la tech travel. Puis je me souviens, quand tu es à Lisbonne, tu avais pitché d'ailleurs, excellent pitch, là, il y avait un genre d'investisseurs qui écoutaient avec plein de monde, qui arrivaient avec des pitchs, puis ça allait là, dans toutes les directions. Mais tu t'exprimes extrêmement bien, grand gars costaud, ça passait pas inaperçu, puis c'était super bon, puis ça fitait avec le modèle d'affaires, ça fitait aussi. Juste quand on était allé à Lisbonne, je me souviens toujours, tu me l'avais expliqué de cette manière-là, parce que moi puis Nicolas... Qu'est-ce que je t'ai dit? Rien de trop menaçant, mais quand moi puis Nicolas, on était allé à Lisbonne, quand on était allé avec la délégation québécoise, nous autres, on avait booké nous-mêmes notre Airbnb, nous-mêmes nos trucs, puis c'était un pain, là, parce que, tu sais, on book nos affaires, puis là, on sait pas par rapport, on est où par rapport à l'événement, puis tout ça, mais State 22, la solution de base, ce que c'était, c'est, il y a un événement qui est le Web Summit, qui dure de telle date à telle date en novembre. T'as ton événement, t'as une page qui load après que t'aies acheté des billets pour le Web Summit, puis là, voici tous les hôtels alentours et le pricing. Puis là, t'as booking.com, hotel.com, t'as Airbnb, t'as tout à la même endroit. Là. Fait que en un clic, tu peux voir, ok, shit, c'est vraiment à côté, je m'étais dit 300$, fait que je vais aller là. Fait que c'était vraiment ça l'idée de base. Là. Tout à fait. En fait, puis j'en reviens souvent avec ça parce que les gens font toujours le déclic. Nos parents, qu'on aime beaucoup, avaient des habitudes de voyage qui étaient très différentes de nous. Nous, c'était sécurisons l'avion et l'hébergement d'abord, et on verra ensuite qu'est-ce qu'on va faire sur place. Notre génération, c'est ça, notre génération, puis encore plus les générations en dessous de nous, là, on n'est pas si vieux. C'est vraiment l'inverse. On veut sécuriser, il y a l'espèce de FOMO autour de je sais pas moi, tel artiste, là, justement, là, on a vécu le spike de Harry Styles là, il y a quelques semaines, JC22. Ça a un peu testé les limites de notre tech, mais comme quoi, un bon signal que les gens ont besoin de voyager. Mais bref, j'en reviens au propos. Donc, dans le fond, nous, State 22, l'idée, c'est d'offrir une solution un peu, pas pour les lâches, mais en fait, offrir tout au même moment. Un genre de one-stop shop. One-stop shop, puis tu le sais sûrement beaucoup plus que moi, JP. Mais ce que tu veux, en fait, dans le web, c'est quand tu as le user, quand tu peux capturer le user, organise-toi pour le convertir. Puis c'est ça, State 22. Nous, dans le fond, on interagit avec le user, il vient d'acheter son billet pour un événement. Il est excité. Il arrive sur sa page de confirmation d'achat de billets. Il est encore dans son processus, même s'il n'a plus des cartes de crédit en main, il l'a en tête. Il vient de faire sa transaction. Donc, c'est le meilleur moment pour convertir. Puis il sait qu'il va aller là-bas. Il sait qu'il va s'en, je sais pas moi, à LA voir justement Harry Styles. Donc, State 22 arrive au bon moment avec toutes les possibilités, ou du moins le plus de possibilités possibles pour les users. C'est vraiment intéressant. Puis moi, justement, moi et Nicolas, on aime un genre de YouTuber un peu... hyper connu, mais il fait des affaires un peu fucked up. Puis bref, c'est un musicien artiste qui fait beaucoup d'improvisation. Puis on s'est dit, hey, s'il vient genre New York, Boston, Massachusetts, tu sais, comme s'il vient East Coast, USA, là, sûr qu'on y va. Peu importe le billet, on s'en fout, on y va. Puis c'était ça. C'était pas genre, il va te savoir des hôtels, puis ça coûte combien. C'est comme, si lui vient dans un tour, puis là, il est en Europe, là, mais s'il vient aux États-Unis, parce qu'il viendra pas à Montréal, puis il est à moins de 7-8 heures de distance, sûr qu'on y va. Peu importe, puis on s'organisera après. Fait que c'est ça la réalité, c'est que t'achètes l'événement, t'achètes le ticket, t'achètes l'artiste, puis après ça, tu t'arranges avec ta crap, là. Donc, il faut que tu trouves tes alternatives, puis si le site web Ticketmaster, mettons, tu finis de payer, puis c'est comme, thank you, genre, you may close this page, après ça, la personne, faut qu'elle se mette en mode, là, faut que je m'héberge. Fait que c'est là que vous arrivez avec votre solution, là. Tout à fait. Puis, tu sais, au niveau de la chronologie de la solution, tu sais, nous, on a vécu, là, tu sais,
je dirais pas, tu sais, l'essentiel du changement du marché, là, mais il y a eu quand même un bouleversement important dans le monde de l'hébergement. Tu sais, moi, j'en remonte à pas plus loin, tu sais, peut-être juste avant 2010. Airbnb, c'était rien. Ah, ça C'était n'existait pas. rien du tout. Et là, tu sais, Stay22 arrive avec cette solution-là qui combine hôtel, donc le traditionnel, avec Airbnb. Donc là, tu sais, j'en parlais tantôt de solutions pour les lâches, mais tu sais, oui, c'est ça. T'as pas besoin d'aller voir, d'ouvrir tes 62 onglets là, de booking.com, hotel.com, Agoda, Airbnb, c'est ça. C'est vraiment, tu l'as dit, c'est un one-stop shop. Puis vous n'êtes pas là aussi pour nécessairement offrir le prix le moins cher. Vous êtes là pour offrir le one-stop shop. Fait que, tout à la même place. Ça fait vraiment du sens. Puis tu sais, l'idée aujourd'hui, c'est je pense que c'est important de mettre la base de Stay22 pour comprendre à quel point votre marché a été disrupt. Là. Ouais. Puis c'est un peu ça aujourd'hui. Tu sais, l'idée du podcast, c'est de parler à un bon ami qui a vécu 2 années vraiment pas facile. Puis tu sais, je trouve nous, Rablab, on l'a eu très facile dans l'optique non, c'est pas vrai. Ça n'a pas tout le temps été facile, mais comparé à vous, 1% de difficulté, mettons. Puis on s'entend, on vit dans du B2B, on est avec des entreprises, ceux qui ont plus de difficultés, ils arrêtent avec nous, mais il y en a d'autres qui ont des facilitateurs, ils viennent avec nous. Fait on a été très peu impactés. Puis on a des clients aussi qui sont dans le traveling, vraiment pas beaucoup, obviously depuis les 2 dernières années, mais hyper impactés. Il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup, puis ça l'a jamais arrêté de mal aller. Comme ça va mal, il y a de quoi de bien, ça remonte un peu, ça redescend. Ça va bien, ça redescend. Fait comment vous avez fait dans les 2 dernières années, là, comme mars 2020 arrive, là, vous avez vécu comme 502 changements depuis. Comment vous avez fait pour traverser ça, avoir la résilience d'être encore en place, d'être encore en affaire, de, je présume, laisser aller des gens. Vous venez de closer une ronde de financement quand on s'est parlé là, entre novembre 2019 puis février 2020. Comment vous avez travaillé ce bout-là extrêmement genre noir de l'industrie du tech travel? Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Stay22, qui fait partie du centre de ma vie, on n'a pas la tech qui, comment je pourrais dire, ça se monétise très bien, mais on ne sauve pas des vies chez Stay22. On va chercher quand même un petit montant intéressant par transaction et tout, mais une grosse partie du succès de Stay22, puis je suis très fier de le dire, là, c'est on a du monde qui travaille. Moi, mes partenaires d'affaires, c'est des gens que j'ai en très, très, très haute estime. C'est vraiment le grit n'a pas de limite chez Stay22. J'ai l'impression que je travaillerais sur n'importe quel produit avec ces gars-là, puis ça serait un succès. Parce que non n'est jamais, jamais une réponse acceptée, puis les heures ne sont jamais comptées. Pour moi, c'est, j'en parle, puis ça me donne des frissons parce que, c'est une drogue qui coûte rien, puis qui est la meilleure drogue du monde. C'est enivrant. Toutefois, quand arrive une pandémie, puis on en parlait un peu, toi puis moi, l'autre jour, là, puis je pense qu'on en parlait tantôt aussi, je pense que notre génération est très... comment je pourrais dire? Notre génération a été très éprouvée par la pandémie. C'est là qu'on réalise qu'on a vécu dans une grande naïveté pendant toute notre vie. On a vécu dans de la ouate. 100%. On n'a rien vécu, en fait. Il y a des gens, dans le micro, il y a des gens qui ont vécu des choses terribles avant la pandémie. Là. Mais d'un point de vue macro, notre génération était quand même très, très naïve. Surtout nous, je veux dire... Tout ce qu'on a vécu, c'est après 2008-2009, grosse récession, crash économique. Là. Tout à fait. Moi, je parle 90s Kids. Là. Ouais. 90s Kids, tout ce que tu as vécu, dans le fond, c'est le bug de l'an 2000 qui n'est jamais arrivé. Puis, je sais pas, 2008-2009, il y a eu un crash. On a vécu la puberté. On a vécu une puberté. Puis 2008-2009, que ça a été hyper intense aux États-Unis. Ici, on a eu un genre de backlash, mais c'est comme microscopique. Là. J'ai pas comme tout le monde que je connais qui ont perdu leur maison du jour au lendemain. Non, c'est ça. C'est complètement différent. Là. Mais, tu sais, puis... En fait, ce que je veux dire par là, c'est arrive la pandémie, puis là, on a vraiment, vraiment été éprouvés. C'était un peu sans fin. Puis là, je parle comme si c'est fini, mais c'est pas fini partout. On est encore là-dedans. Là, on sort de Micron. On fait des jokes chez nous en disant que c'est quand Megatron, là, le prochain variant. Mais écoute, la recette là, pour patauger là-dedans, en fait, la réalité, c'est moi, personnellement, j'ai échoué. Je me suis échoué à moi-même. J'ai pas compris qu'à un moment donné, fallait prendre une pause. Puis c'était un énorme apprentissage, sûrement un des plus gros apprentissages de ma vie. Puis
une fois que ça arrive, là, tu réalises un peu c'est quoi. Tu sais, frapper un mur. Ouais. Tu sais, les espèces de mal de tête qui étaient comme, ben oui, non, c'est quoi, je suis un surhumain. Ouais. J'ai pas ça, moi, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça revient. Fait que ça a été un apprentissage quand même intéressant parce que, à un certain point, je réalise que c'était infaillible. Tu sais, ça avait pas le choix d'arriver, cette situation-là. Ouais. On a trop vécu de choses et notre résilience, elle a été testée jusqu'au bout. Arrive la pandémie, c'était tout, on continue. Oui, on a layoff du monde. Je vais toujours me rappeler de la date qu'on a laissé partir l'équivalent de 40-50% de notre monde en une journée. C'était une des journées professionnelles les plus terribles pour moi. Ah, c'est clair. Puis, surtout parce que c'est des êtres humains qui sont là, puis qui vous donnent leur allégeance, puis qui donnent notre confiance, puis t'es comme, je veux te garder, mais comme, je sais pas quoi te dire, là, genre, contexte planétaire oblige. Là, puis... C'est hors de mon contrôle. Ouais. Je travaille pour notre survie présentement. Là. Donc, tu sais, de fil en aiguille, on a navigué là-dedans. On a monté jusqu'à un certain moment. Puis, tu sais, vous le savez, chez Stay22, on a quand même tiré profit quand même de plusieurs subventions de commercialisation. On était assez bon là-dedans, mais à un moment donné, les compagnies à travel n'avaient plus vraiment la cote. Il y avait d'autres choses à sauver, d'autres choses à miser pour les gouvernements. Fait on s'est retrouvé un peu laissé à nous-mêmes. Puis là, on était comme quoi? On attend. Puis pour quelqu'un qui a vécu l'ivresse, qui est carrément addict à l'ivresse de l'entrepreneuriat puis du hyper-growth, parce que c'est là l'ivresse. Ouais. Tu lèves le matin, tu check tes chiffres, ça monte. Ouais. C'est le plus gros de jour en jour, pratiquement. Là. Ouais, tout à fait. Ouais. Fait tu sais, arrive le jour que là, à un moment donné, tu réalises que non seulement ça monte plus depuis des jours, des semaines, des mois, mais tu regardes ce qui se passe à la TV, tu sais que ça ne montre plus pendant encore des jours, des semaines, des mois. Puis là, tu sais, il arrive un peu l'espèce de... Moi, je pense que ça a été là, tu sais, il y a une espèce de shutdown mental. Là. Je me rappelle, tu sais, c'était environ dans le coin de fin juin, début juillet. C'est une couple de mois qu'on était dans la pandémie. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous réalisé à ce moment-là que shit was for real. Ça se passait. C'était là pour rester. Là, on en avait encore pour un an. Par contre, je pense qu'une des choses dont je suis le plus fier, c'est qu'on était capable de s'entourer en fait de gens qui étaient énormément humains. Puis tu sais là, je m'en vais un peu dans toutes les directions avec cette question-là parce que c'est une question pour moi qui est... j'ai l'impression d'avoir une filière qui est encore ouverte avec plein de papiers partout. Puis j'ai pas encore tiré vraiment de conclusion par rapport à ça, mais chose certaine, on a embauché des gens, des leaders qui étaient humains. Puis, j'ai dû m'absenter moi, pendant quelques semaines, l'équivalent de 2 mois, puis que les gens care, puis que les gens, qu'il y a une entraide. Ah ouais, absolument. Man, c'est palpable. C'est palpable, mais ça aide à repartir la machine. Ouais. Tu te sens pas que les gens veulent juste take over ta place. Puis, je sentais l'amour de loin. Puis ça l'a aidé aussi le fait d'être plusieurs personnes qui étaient en charge. C'est quand moi je suis revenu, je sais que c'était difficile pour d'autres par la suite. Puis ça m'a permis de reprendre le flambeau. Puis on a vécu des choses par la suite. Ce qui est drôle et pas drôle en même temps. Le 11 mars, qui est la date officielle de la pandémie, donc le 11 mars 2020, nous, la pandémie s'est jouée un peu en 3 mauvaises nouvelles. Donc le 11 mars 2020, on réalise que, oh shit, on est normal. C'est là, dans le fond, qu'ils ont déclaré l'état d'urgence sanitaire à Montréal, je pense. Ouais, ben en fait, je pense que c'est le jour de président Trompette, là, qui a fait son allocution. Tout mon respect pour les fans de Trump. J'en suis pas sûr. Donc, c'est l'allocution, là, je pense. Là, 20 minutes après, la NBA shut it down. Puis oui, c'est vrai. C'est vrai, je me souviens de ça. Moi, ça m'avait perturbé. C'était je suis pas un gros fan de basketball, mais c'était le March Madness. En tout cas, c'est genre la grosse... c'est la grosse période de la NBA, justement. Là, puis là, c'était comme... Ben là, on n'annulera pas des matchs de basketball. Là, on s'entend, là, on s'en crisse. Mais là, t'es comme, OK, un affaire d'annuler, 2, 3, 4. Puis là, ça arrêtait plus. Là, tu checkais... Moi, j'ai pas Twitter, mais si t'avais Twitter, là, c'était comme non-stop. Tous les 15 minutes, il y a de quoi de gros qui arrêtait. Là. C'était vraiment fucked up. Puis, non, c'est ça, en fait, 11 mars 2020. Et nous, les choses, tu sais, on prend un hit, les choses commencent à remonter tranquillement. À un certain point que, rendu en février 2021, on fait les meilleurs chiffres qu'on faisait avant la pandémie. On est comme, oh, t'imagines, mais que ça start. 11 mars 2021. T'es pas sérieux? 365 jours après la pandémie. T'es pas sérieux? On perd notre plus gros supplier, qui est Airbnb, qui représente 70% de nos ventes.
Ça n'a pas de bon sens. Là, man, il y a eu vraiment un moment. Puis, tu sais, c'est là que je dis l'importance de recharger les batteries. On en parlait justement la semaine passée dans notre retreat, là, tu sais, puis Ahmed, notre founder, tu sais, il dit, tu sais, ça a été bien qu'à ce moment-là, quelqu'un d'énergisé puisse prendre la parole puis dire ça va aller. Mais ça a été, tu sais, là, à un moment donné, on commençait à être éprouvé comme compagnie. Là, ça va-tu s'arrêter? Puis, c'est pratiquement de l'acharnement. Là. Ouais, mais tu sais quoi? Ça a été la première fois, en fait, que j'ai côtoyé la peur chez Stay22. Puis ça, c'est vraiment une date que je vais me rappeler longtemps. Tu sais, le but d'une startup, en fait, c'est que les gens, ils viennent rêver chez vous. Ouais. Right? Sinon... Rêver, triper, puis... c'est ça, tu sais, on conquérir le monde. Ouais. Mais tu sais, mais c'est ça, tu sais, pas on vend du rêve comme péjorativement parlant, mais tu sais, c'est un rêve, la startup. Ouais, absolument. Puis là, tu sais, le 11 mars 2021, on a fait l'annonce qu'on venait de perdre Airbnb. Là, mon gars... Le rêve s'est éteint, là. Hey, on voyait, tu sais, j'ai vu la peur dans les yeux de notre monde, du monde que, tu sais, j'aimais et j'aime encore à ce jour. Ça a été un autre challenge d'entrepreneur, puis je sais pas si on a bien fait ça. Je pense que oui, on a encore notre monde, mais il y a un climat différent qui s'est installé. Bref, de fil en aiguille, ça nous a permis de nous réinventer. Stay22, en fait, avait toujours fait affaire avec les Booking.com, un modèle plus en CPA. Là, apparaît d'autres modèles peut-être plus intéressants et apparaît Trivago, en fait. Donc, ça a été pour nous une révélation pour plein de raisons. Trivago est devenu un partenaire qui a permis à Stay22 d'exploser. On a fait du 300% versus best month pre-pandemic. Quand même. Ouais. Fait que c'est là que vous avez vu que l'attraction est revenue. Là. Tout à fait. Puis tu sais, là, c'était avant Omicron. On pensait que c'était fini. Mais ça l'était pas. Non. Fait qu'on a replongé par la suite. Dans le coin de novembre. Puis là, tu sais, c'est pas la fin de l'histoire, mais je suis confiant que le meilleur est à venir pour C22 et pour la planète entière. Ouais. Mais on verra bien ce que nous réserve demain. Chose certaine, aujourd'hui, on a une très mauvaise nouvelle au point de vue politique, mais je pense pas qu'on va en parler beaucoup. Oui, exact. En passant, pour ceux qui l'écoutent, on est le 24 février 2022. Fait que, ça va peut-être être une journée qui va passer à l'histoire, mais on le saura dans quelques mois. Mais je te souhaite que le 11 mars 2022 aille bien. Donc, JP, oui. C'est quoi le 11 mars? C'est quoi? C'est la fête à ma blonde. T'es pas... Ouais. Fait que là, la première année, ça fête ta blonde. Ben, en fait, 2020, fête de ta blonde. Non, pandémie. L'année suivante, père Airbnb, t'arrives au resto, c'est comme non. Ouais, je te dirais que ça fait quand même, c'est ça, là, 2 ans que je me fête pendant la fête à ma blonde, mais je la salue au passage parce que sans elle, je ne sais pas qui je suis. Elle a été d'un support incalculable. Ah ouais, c'est clair. Puis tu sais, je voulais qu'on en glisse un mot, là. Je trouve que ça fait le pont, en fait, avec un point intéressant. L'entourage, le network. Puis tu sais, pas le network du genre, j'ai besoin, tu sais, pas un network professionnel, mais un network professionnel personnel. Ouais. Tu sais, tu sais, la blonde, c'est purement personnel, puis comme je dis, un support incalculable. Mais, tu sais, je pense justement, tu sais, on s'est vu... on a fait un pique-nique, là, je pense, en 2020, à l'été. Ouais, exact. Ces moments-là, j'ai fait un petit truc chez nous l'été suivant. Ces moments-là où tu peux décanter avec d'autres entrepreneurs. Bon, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose du monde quand ils disent « Ah ouais, ça va super bien, mes affaires. » Surtout quand t'es avec Nicolas Rabouille un peu... un peu avancé. Dans ses bons jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour Nicolas. Mais, Nicolas avancé qui est comme, hey, nos affaires, c'est malade, pis toi, Simon. T'es comme, ça va comme ça va. Mais au moins, Nicolas, le gros avantage, c'est que les câlins sont gratuits. Ouais, les câlins sont gratuits et il y en a une profusion. Pas aujourd'hui, mais d'habitude, il y en a une profusion. Ouais, j'attends encore le mien d'ailleurs. Tout ça va venir. Mais, non, mais en fait, c'est ça, c'est la beauté d'avoir ce réseau-là, que tu peux ventiler un peu tes problèmes, parce que la réalité, c'est que la conjointe, ça a ses limites. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas ramener ton linge sale, qui est sale de chez sale, là, à la maison. Qui est 11 mars sale. Qui est 11 mars sale, tout le temps. Tu sais, ça te prend d'autres réseaux, puis tes collègues, employés ne sont certainement pas les meilleures personnes avec qui décanter.
Fait que non, la beauté d'un réseau, depuis que je suis revenu au travail, tu sais, full-time, là, ça fait quand même un petit bout, là, un bon bout, j'ai 2 coachs que je parle à toutes les semaines, sans faute. Puis, tu sais, c'est des gens l'un que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps, l'autre qu'on a vraiment un fit professionnel top. Tu sais, puis ça fait juste du bien, tu sais, d'avoir du monde à qui parler, puis pas obligé d'être des mauvaises affaires, là. Pas obligé de brailler, là. Tu sais, juste, tu sais, parler d'autres choses, tu sais. Puis, malheureusement, la pandémie nous a mis dans des bulles. On n'a pas cette opportunité-là, à moins peut-être pour ceux qui transgressent des lois. Là. Bon, là, on n'est plus ce qu'on était en janvier. Puis, mais d'avoir des gens avec qui jaser, ça fait toute la différence. Puis, mon dernier point par rapport à ça, c'est le sport. Le sport, moi, je salue Frédéric Awad au passage, qui est notre Chief Revenue Officer chez C22. C'est mon partner de sport. 4 saisons par année. On joue au hockey l'hiver ensemble. Je sac des volets. On joue au basket l'été ensemble. Il me sac des volets. Fait que c'est le fun. On va chercher notre endorphine là-dedans. Ça fait du bien. Mais ça, là, c'est un trait qui est très proche chez les entrepreneurs, justement, le sport. Ben, puis on s'entend, c'est pas tous les entrepreneurs qui sont des bons sportifs, là, mais le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Parce que quand tu me parlais tantôt là, de l'endorphine, l'adrénaline générée par le fait d'être en start-up et l'espèce d'euphorie, ben, c'est très proche aussi avec le sport, là, dans le sens que tu t'en vas à la guerre à proprement dit, tu t'en vas te faire donner une volée au hockey comme hier t'as eu. Tu t'en vas Merci, JP, de me rappeler. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Je vais t'appeler le 12 mars aussi. Mais non, mais sans joke, tu t'en vas dans une game de hockey, tu t'en vas dans un sport professionnel, tu t'en vas aussi pour performer, puis il y a un sentiment justement d'adrénaline, d'endorphine qui est généré, là, puis la satisfaction d'avoir tout donné sur le terrain, puis j'aimais beaucoup l'analogie de vous avez des gens qui sont là pour vous, tu sais, even through tough times, tu sais, que c'était difficile, puis on continue à être là, puis continue à vous supporter. Puis c'est aussi ça, une équipe sportive ou une équipe de haut niveau, du sport études, du sport athlète, parce que à la fin de la journée, si on est juste là pour encaisser un chèque de paye, c'est pas le bon endroit, une start-up, puis je pense que les entreprises modernes dans lesquelles on évolue en ce moment sont pas les bonnes entreprises parce qu'il faut être capable d'allier les deux ensemble, là, d'allier plaisir, performance, puis avoir l'espèce de retour là, émotionnel de notre employeur. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se conjuguent autour de ça, puis je tiens à te féliciter parce que tu as su te mettre quand même au centre de l'équation dans une période qui est pas facile, là, puis tu sais, j'ai eu, moi et Nick, on parle tout ensemble, mais on en a parlé à quelques reprises dans les 2 dernières années de Stay 22 parce que pour moi, vous avez constamment eu des roadblocks, puis des obstacles, puis tout ça. Puis je sais pas, j'aurais été capable, moi. Sérieusement, je suis un gars assez combatif dans la vie, là, comme Nicolas peut en témoigner, là, quand la pandémie est arrivée, là, je suis complètement viré fou. Je suis comme impossible qu'on fasse une année pas profitable, puis tout ça, puis je suis mis en mode genre guerre, puis OK, on y va, puis mais à un moment donné, ça, puis là, ça a été fini. Tu sais, j'ai fait ça, puis là, nous, ça a comme redémarré, puis là, ça a jamais arrêté. Mais je pense pas que j'aurais été capable de faire ça. Puis là, telle affaire. Là, tu fais d'autres choses, faire un massive partner. Tu fais d'autres choses, un micron. À chaque fois, là, ça doit être hyper difficile. Fait que, tu sais, je vous salue parce que, tu sais, toi, Andrew, puis c'est Ahmed. Vous avez travaillé très fort, mais aussi tous les gens ont travaillé très fort. Puis, my God, c'est une méchante épreuve. Mais tu me l'avais dit l'autre jour, là, c'est probablement l'épreuve professionnelle la plus difficile que tu as eue de toute ta vie. Puis, je pense pas qu'il va y en avoir une autre plus difficile dans les prochaines années. Là. 100%. 100%. Tu sais, je parlais tantôt là, de la naïveté. Là. Je ne serai plus jamais naïf. Exact. Plus jamais. Ça nous a permis d'apprendre. Puis, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons de ça parce que les beaux jours s'en viennent, puis il va en avoir des opportunités pour C22, j'en suis convaincu. J'avais utilisé le terme miraculeux, là, je pense pas que c'est le meilleur terme, mais ça a été du moins tumultueux. Tout ce qui vient de se passer, puis on va être là pour saisir les opportunités, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. J'ai envie de passer à travers une couple de petits points qu'on avait parlé ensemble, tu m'avais mentionné, là, comment vous avez fait pivoter Stay22 parce que on s'entend, les entreprises qui sont justement en start-up, en ronde de financement, puis tout ça, ça peut être difficile de garder son monde. Ça peut être difficile aussi de continuer à faire travailler son monde à cause des situations économiques, puis de l'argent qui ne rentre pas des investisseurs ou de la banque, peu importe. Comment vous avez fait pour vous réinventer à travers ça? Parce que votre solution a quand même évolué. Et tu m'avais parlé d'un terme de think inside the box au lieu de think outside the box. Moi, ça m'a marqué. Je trouve ça super intéressant parce qu'on fait beaucoup de ça chez Rablam. Le think outside the box, oui,
mais en même temps, il faut qu'on check la boîte dans laquelle on travaille puis comment qu'on peut optimiser cette boîte-là, si on peut dire. Fait qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été quoi l'élément déclencheur de vous dire, bon, ben là, comme la pandémie, elle va continuer comme à vitam aeternam, là. Puis notre seule solution réelle, c'est de prendre ce qu'on a disponible puis de make the most out of it. Fait que c'était quoi les éléments déclencheurs? Puis qu'est-ce que vous avez justement décidé de faire pour vous rendre justement un modèle qui était justement plus axé vers la billetterie ou que là, ça a évolué? Ça a été quoi les éléments déclencheurs là-dedans? Ouais, ben en fait, on est tombé dans une semi-hibernation parce que, bon, je l'ai dit tantôt, il a fallu laisser aller du monde. On a complètement shut down notre département marketing. Puis, tu sais, je pense pas qu'on a rien inventé à ce moment-là. La majorité on salue tous les gens du marketing qui l'ont pas eu facile au début de la pandémie parce que ça a été pas mal ceux qui se sont fait pitcher. C'est pas mal la première place qu'on coupe d'habitude en plus. Là. Ouais. Ça a bien été pour eux par la suite. 6 mois plus tard. C'est vraiment ça. Mais le marketing, honnêtement, quand ça va mal, c'est pas mal la première place que tu coupes. Ouais, parce que tu reprends tes billes puis tu hope for the best. Là. Exact. Fait que non, c'est ça, une semi-hibernation. Nous, on a fait comme bon, ben, tu sais, c'est pas vrai qu'on va passer l'équivalent de. Parce qu'au début, on parlait de 12 à 18 mois de la pandémie. Ça va bientôt faire 24 mois. Mais on s'est dit, tu sais, il faut continuer à investir. Pour la petite histoire, en fait, c'est un peu un scénario digne d'Hollywood. C'était 22, la séquence d'événements. Nous, on a closé notre ronde de financement fin février 2020. Ça s'écrit pas vraiment, ces histoires-là. Non. Fait que je sais pas ce qu'il en serait de State 22 sans cette situation-là, mais bref. Parce que 2 semaines plus tard, c'était dead, là. 2 semaines plus tard, il n'y avait pas de ronde qui se clôt. Non. Je pense pas qu'il y a personne qui t'a rappelé le 12 mars pour t'offrir pour signer le chèque, là. Tout à fait. Puis tu sais, c'est drôle parce que pour la petite histoire, tu sais, ça posait des questions. Puis tu sais, on n'a pas menti, on savait pas. Il y a personne qui savait. On était comme, ben là, ça en Chine, ça brasse un peu, mais fait que, on a finalement closé, mais je suis pas mal persuadé qu'une semaine plus tard, ça ne serait pas closé. Mais bref, ça nous a donné le capital, puis je pense que tous les investisseurs sont super contents parce qu'ils voient le potentiel, puis on le voit, là, le monde est très bullish sur les travel stocks présentement. Non, ceux qui se passent avec l'Ukraine, ça ne pas beaucoup, mais en général, on voit qu'il y a une opportunité. Bref, je reviens à ce qui se passe en mars 2020. On laisse aller notre marketing, on tombe un peu en hibernation, on investit le plus possible dans le product, puis on investit aussi, on garde un peu de commercial parce que, hey, faut continuer à arroser, puis désolé pour le terme vulgaire pour les clients, mais arroser les plantes. Là. Tu veux pas sortir. Arroser les plantes, wow! On the record, j'adore cette expression, je la réutilise. Salut tous les partenaires. Oui, on salue tous les clients Rablab, vous êtes nos plantes. Mais bref, je pense que tout le monde voit un peu la métaphore. Donc, tu peux pas sortir de la pandémie puis d'avoir plus de business. C'est clair. T'es pas en meilleure position. Non. Donc, c'est un peu ça, tu sais, la stratégie à ce moment-là. State 22 pivote à ce moment-là. On a essayé de sortes d'affaires. Ouais, c'est clair. Find a testing place nearby your house. Genre, get treated. Tu sais, genre, on a mis des hôpitaux sur la map puis des centres de testing non monétisables. Oh, ouais. Mais tu sais, on essayait puis ça en dit long sur la résilience. Find a restaurant that didn't bankrupt near you. Yeah. Salut les restaurateurs. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais, on a essayé quelques trucs puis de fil en aiguille, bon, mais ça, tu sais, comme je te disais, on a finalement bougé vers d'autres options de suppliers. Ouais. Je pense que, tu sais, juste au point de vue des suppliers, je suis hyper confiant pour le futur de State 22 parce que juste de ce côté-là, je pense que State 22, si avant était une compagnie qui proposait quelque chose de très linéaire, donc, tu es un partner, tu as des users, on a un supplier, voici l'hébergement. Exact. Maintenant, State 22, c'est partner, user, une multitude de suppliers. Et là arrive, il y a quelques mois, l'implantation de l'intelligence artificielle chez State 22. Là, ça, c'est hyper excitant. Là. Ça ouvre un tas d'opportunités. C'est clair. Qu'en est-il? Qu'est-ce que ça donnerait une compagnie en travel qui peut analyser en real time selon les données qu'elle a, les données historiques, donc en machine learning, être capable de proposer en real time, not per partner, mais per user, exactement le bon hébergement. Et après ça, si, tu sais, on va pas proposer de l'hébergement à quelqu'un qui est à 30 km de son show, là, par rapport, on prend un hôtel quand on est à 30 km de chez vous. Pas bien non. Fait tu sais, on pourrait proposer des parkings. On pourrait proposer des restaurants. Toujours ouvert. Ouais, toujours ouvert. Tu sais, ça a ouvert une myriade de possibilités chez State 22. Puis je suis très, très bullish sur ce play-là pour le futur.
je pense que, vous le savez, les gars, une des solutions clés dans le web, c'est d'être en mesure de proposer le plus de choses, d'être un catalogue de possibilités. Ouais. L'agrégation est clé de nos jours. Mm. Fait que si on est capable de faire une agrégation intelligente, je pense qu'il y a vraiment de quoi d'intéressant là. Fait que ça a été, dans tout ce qu'on a traversé, disons, chez Stay22, si au sortir de la pandémie, on arrive avec une compagnie plus forte, qui est plus intelligente, il y a un play vraiment intéressant. Ouais, puis il y aurait eu justement une victoire tirée de ça, là. Des bonnes conclusions. Là. Ouais. Puis comment vous avez fait justement là, pour voir ça, parce qu'en passant, c'est une super bonne idée, là, mais comment vous avez fait pour dire, OK, on se lance là-dedans versus d'autres choses? Parce qu'on s'entend, là, vous avez rien que ça à faire de vos journées, là, de penser à c'est quoi l'avenir. Vous faites des roundtables, vous questionnez vos clients, vous questionnez le grand public, vous questionnez vos employés, vous faites des... C'est quoi la démarche que vous suivez pour être capable d'aller chercher justement un peu de vision sur à quoi donner à votre outil? Ben, à ça, je te dirais que je lève mon chapeau à notre founder, Ahmed Al-Kabaz, qui je te dirais que la meilleure métaphore que je peux te faire, s'il te reste 20 secondes à jouer à la game, puis il faut que tu la mettes dedans, ah ouais. c'est sûr que tu mets ce gars-là sur la glace. Ah ouais. Si tu perds par un but, il faut que tu ailles la mettre, il va la mettre. Okay. Je t'en signe un papier. C'est un gars qui va sauter des nuits et des nuits de sommeil pour arriver à trouver quelque chose qui va faire la différence. Dans la situation dans laquelle on parle, on était aux prises avec un problème qui venait de notre main supplier qui, on n'apprend jamais de nos erreurs chez Stay22, qui était rendu 90% de nos revenus. Jeunes entrepreneurs. Mais donc, on arrive dans cette situation-là, puis ce partner-là a des exigences de conversion importantes, de conversion user importante, chose qu'on n'avait jamais vécu avant. C'était pas un critère important pour les autres partners, pour les autres suppliers. Donc, là, il fallait résoudre ça. On amène du monde. Arrange-toi avec, après, si tu veux, je te fasse. Lui, il a fait comme, you know what, je vais prendre toutes les datas qu'on a, puis, man, crois-le, crois-le pas, mais parle d'un gars qui a monté un play d'AI tout seul dans sa chambre chez eux. Il a juste fait ce qu'on fait. Je suis comme, t'as-tu une équipe de 50 personnes? Ouais. Puis non, tu sais. Puis... C'est comme, non, j'ai ma chambre puis mon ordinateur, puis ça va être bien assez. Ça va être bien assez, puis de fil en aiguille, on a été capable d'augmenter notre conversion. Tu sais, so far, on parle d'un jump d'environ 35%. T'es assez confiant de pouvoir monter de 55% rapidement. Tu sais, on parle dans 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est incroyable. Fait que, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui nous a amené à trouver ces solutions-là? Ouais. Ben, c'est la maudite expression plate de, quand il arrive des problèmes, il faut trouver des... Quand on est confronté à des problèmes, il y a des opportunités. Ben, je pense que tu disais l'autre jour, life throw you lemons. Life gives you lemon, make lemonade. Là. Ouais, fait que... non, c'est ça, ça a été ça, puis ça a été encore le constat que Ahmed était vraiment une force pour nous autres. Ouais. Fait que vraiment aller chercher des acteurs importants à l'intérieur de l'entreprise, ben ça c'est le founder, mais que il aurait pu juste dire, écoute les gars, je suis pas là, j'ai pas d'idée, puis je suis un peu à bout de souffle, puis il va falloir que vous trouviez des solutions vous-même, puis qu'on avance là-dessus. Là. Ouais. Mais au lieu de ça, il s'est mis en mode travail, puis j'ai écouté un podcast super intéressant l'autre jour je pense que c'était Alliance Entrepreneur, c'était Serge Beauchemin avec Dominique Gagnon. Serge Beauchemin, tout le monde le connaît un peu, là, c'est investisseur Dragon pis tout ça. Pis, Dominique Gagnon, tu connais un peu? Oui, Dominique Gagnon de Connect & Go. Puis Dominique, dans le fond, il parlait, parce qu'il y a eu une agence de marketing avec billetterie pis tout ça dans le passé, puis il expliquait que, bon, je pense que, là, je ne veux pas relater les mauvais faits, s'il y a des gens qui nous écoutent là-dessus, mais je pense qu'il y a eu un cours avec son ancien partenaire, avec une affaire avec le fisc, puis là, il devait genre une tonne d'argent au gouvernement, qu'il n'était pas au courant, bref. Puis il a dit quelque chose de super important, il s'est mis en mode survie. Puis quand les entrepreneurs, quand le monde qui ont vraiment de la drive, puis que, tu sais, they won't take no for an answer, mais il s'est mis en mode survivaliste, puis il s'est arrangé pour tout payer les dettes, puis clearer ses affaires, puis avancer. Ouais. Puis un peu comme, probablement, Ahmed s'est dit, il est en mode survie, là. Il n'y a rien d'autre à faire, sinon on avance dans une solution qui n'en est pas une. Donc, c'est quoi tes solutions, qu'est-ce qui te reste sur la table? Ben, travailler plus fort ou aller chercher des gens puis réorganiser le bateau. Puis je trouve ça extrêmement intéressant, justement, dans des périodes aussi charnières comme ça, aussi difficiles, parce que ça fait 2 ans que vous l'avez difficile, là,
que vous avez encore redoublé d'efforts pour faire comme, ils veulent les taux de conversion, on doit trouver d'autres solutions, ben, laptop, chambre, puis c'est parti. Ouais, non, à ce jour, je suis quand même assez fasciné encore par ça. On a fait rentrer là, vraiment une bonne type product chez C22, ça fait quelques semaines déjà, en fait, juste avant les fêtes. Puis, tu sais, même lui, il était vraiment, tu sais, c'est intéressant de voir, tu sais, quelqu'un qui s'y connaît énormément nous dire, c'est une scène, qu'est-ce que ce gars-là a fait. Tu sais, ça s'écrit pas d'histoire de même. Là. C'est fou. Fait que, tu sais, non, tu sais, somme toute, je te dirais, là, le secret, je pense, c'est c'est la complémentarité. Tu sais, c'est d'aller chercher, tu sais, une équipe de leaders qui se marchent pas sur les pieds, qui ont chacun leur carré de sable, puis qui sont excellents dans ce qu'ils font, puis qui aiment ce qu'ils font. Ça a été la clé du succès chez nous. C'est vraiment super important, puis on en parlait dans d'autres podcasts avec d'autres gens qu'on a reçus dans la saison numéro 1. Et c'est quelque chose qui revient souvent, là, de s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai vraiment une chance inouïe d'avoir Nicolas à mes côtés. Puis on dit, quand Simon il dit les gars, c'est parce qu'on le voit pas, le Méné qui est juste là, juste à notre gauche, qui a pas donné de câlin tantôt. Mais tu sais, moi, j'ai une chance inouïe d'être vraiment en synergie avec mon partner. Puis la semaine passée, j'ai commencé l'école d'entrepreneurship de Boss, que je salue s'il y a quelques des gens qui nous écoutent. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient écouter mon podcast. Fait que s'il y a personne qui m'en parle au mois d'avril quand j'y retourne, je vais pouvoir chicaner. Donc, bref, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont des partners, peu importe, là, plus vieux, plus âgés de leur âge, puis tout ça, puis c'est pas toujours facile. Parce que justement, la complémentarité n'est pas tout le temps là, ou t'as des opinions très divergentes, puis en même temps, je pense que c'est la beauté de l'entrepreneuriat, c'est de faire migrer différentes opinions ensemble, les faire clasher, puis de trouver une meilleure solution. Mais c'est tough aussi de devoir dire, mettons, toi, Simon, t'as plein d'idées, t'aurais ci, t'aurais ça, puis t'es comme, non, faut que je me range derrière ce que Ahmed dit parce que c'est la meilleure affaire, puis ça doit pas tout le temps être facile pour un gars comme toi qui a de l'air très, comment dire... à cheval. Ouais, très à cheval, très aussi, tu sais, t'es convaincu, convaincant, puis les gars de sport et les filles de sport, ben c'est des gens aussi qui prennent les devants, qui prennent le lead, là. Fait que ça doit pas être tout le temps facile. Il doit y avoir des clashs là, de dire comme ben, je pense qu'on devrait faire ça. Moi non, ben là, comme you gotta fight on it. Là. Ouais, je pense qu'on a un clash pas mal au. J'allais dire 10 jours, là, bon, peut-être on va mettre un 20 jours. Mais ouais, il y a des clashs, tu sais, il y a des clashs tout le temps. Puis si on avait notre retreat il y a pas longtemps, puis moi, mes lunettes roses, je les ai achetées aux poubelles, ça fait un bon bout de temps. Tu les as achetées aux poubelles pendant ta pandémie. Probablement que la pandémie a aidé à acheter aux poubelles puis faire venir les vidangeurs, ça va les avoir de ça. Mais il va toujours avoir des problèmes. Ouais. Si tu penses que genre tu vas aller dans le beau journey de la startup puis il n'y aura pas de problème, là, ben je pense qu'il y a des emplois pour toi à Revenu Québec. C'est ça. Ouais. C'est constamment des problèmes. Tu es toujours en train de gérer des problèmes. Qui dit problème dit souvent choc d'idées. Fait que, tu sais, maintenant, on l'accepte, puis, spoiler alert, on s'est encore pogné hier. Puis ça va, puis je dors le soir, puis lui aussi, puis c'est pour le bien de la compagnie. Puis, moi, je pense que j'ai toujours raison. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. mais tu sais. Presque tout le temps raison. Presque tout le temps raison. Mais non, tu sais, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, puis faut apprendre à accepter l'idée des autres. Puis il faut apprendre aussi à accepter comment les autres nous interprètent aussi. C'est un gros apprentissage. Ouais, c'est clair, ça veut dire un gros apprentissage. C'est bon d'avoir une grosse voix, sauf quand tu te rends compte que ta grosse voix, des fois, les gens pensent que tu parles fort, mais tu parles pas fort. Je t'aime! Ouais. Puis là, tu dis, même si je crie plus fort, ça avancera pas plus. Ouais, non, c'est ça. Ouais. J'ai un autre point aussi qui était comme hyper important que je voulais absolument passer au travers. Ouais. Tu m'as parlé d'investir sur son produit versus son marketing. Ouais. Puis ça aussi, je trouve que c'est quand même quelque chose que peu d'entreprises ont fait. Non, pas vrai. Je recommence ma phrase. Que c'est pas toutes les entreprises qui ont compris. Dans le sens que il y en a qui vont dire j'investis sur mon produit, ça fonctionne, je mets immensément d'argent en marketing, puis that's it. Là, vous avez eu la pandémie qui vous a freiné d'investir dans votre marketing. Fait que là, vous êtes vraiment mis en mode je vais investir plus sur mon produit, sur mon marketing. Fait que c'est quoi ton take justement là-dessus sur le fait de est-ce qu'on doit equally investir justement sur son produit puis développer la tech puis le user-friendliness puis la plateforme puis le UX puis tout ça et mettre autant d'argent en marketing ou est-ce que c'est vraiment dépendamment des phases de ta startup que tu vas investir plus un dans l'autre? Parce que nous, on n'évolue pas comme une startup. On n'en a jamais été une dans l'optique que c'était plus un démarrage d'entreprise. On n'a pas été en ronde de financement. Tu as toujours fait de l'argent.
Ben oui, c'est ça la réalité. On n'a jamais été négatif ever. Ben, c'est les entreprises de services comme, mettons, un chiropraticien qui se part en business, c'est quand même difficile. Tu checkes tes billes qui rentrent, tu checkes tes billes qui sortent, puis tu checkes les heures que tu factures, t'es comme, je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je dépense, puis ça ira pas mal le mois prochain. J'aimerais ça voir justement investir dans son produit versus investir dans son marketing. C'est une grosse phase d'adaptation puis d'apprentissage en startup. Fait que c'est quoi tes conseils là-dessus? Comment tu vois ça là, par rapport à une entreprise qui, dépendamment des stages où est-ce qu'elle est? Là? Ben, écoute, je n'aurais pas. Je sais pas si je vais être capable de te donner un conseil. Du moins, je vais être capable de te dire comment moi je vois les choses. Tu sais, il y a un buzzword que nous autres, on est comme un peu tannés d'entendre chez Citoyen, c'est la tech debt. La tech debt? La dette technique. La dette technique. Technologique, en fait. Technologique. Donc, il faut absolument réduire la tech debt. T'es comme, mais tu veux pas non plus vouloir réduire ton pipeline le plus possible, quitte à laisser aller tout projet intéressant qui pourrait amener de la valeur dans la compagnie. Et tu sais, on avait une discussion là-dessus justement là, avec notre nouveau Head of Product là, qui est rentré chez nous, là, Larry, qu'on salue au passage, là, la semaine passée. Puis l'idée, c'est de trouver un peu une synergie là-dedans. Tu sais, de trouver l'équilibre en, tu sais, qu'est-ce qui amène de la valeur? Qu'est-ce que je peux réduire? Puis, tu sais, c'est quoi un peu la synergie entre les deux? Ben, same goes pour le marketing. Tu sais, ta marketing debt, puis ta commercial debt, puis à la fin de la journée, ta company debt, tu sais. Fait, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu investisses de façon, tu sais, le plus intelligente possible pour t'assurer que la locomotive, elle continue d'avancer sans trop non plus traîner de wagons qui te freinent, tu sais. C'est ça, exact. Fait, sérieusement, là, j'en ai pas de conseils. J'en ai pas de conseils parce que c'est... Ouais, peut-être un. C'est quelque chose qui est toujours ongoing. C'est de garder les mains sur le volant, garder les yeux, de regarder au loin, puis de faire comme, OK, c'est ça qui s'en va, parfait, on tasse ça, on prend ça. Ça fait penser, en fait, à la meilleure analogie que je peux donner, c'est quelqu'un qui pogne la POC en arrière de son net, puis qui essaie de se rendre de l'autre bord, puis qui essaie de voir c'est quoi tous les obstacles pour se rendre jusqu'au bout. Fait quand investir en marketing, comment investir en marketing, ben, c'est quand ta compagnie va être prête. Puis il y a juste toi qui le sais. Puis on fera pas toute l'historique de C22, on vient de le faire, mais il y a plusieurs moments qu'on a passé. OK, on full marketing, on frappe un mur. Full marketing, on frappe un mur. Fait que là, on embauche bientôt. Si jamais... Si jamais il y a déjà intéressé. Donc on serait prêt à réouvrir ça parce qu'on pense que la compagnie est prête et est rendue à cet endroit-là. Mais c'est pas une question piège, mais c'est très dur de répondre à cette question. C'est dur, puis je pense que justement c'est beaucoup de self-awareness par rapport à votre marché, par rapport à votre ben justement à quel stage vous êtes rendu de votre entreprise. Puis je te posais la question, puis en passant c'est une super bonne réponse, même si ça n'en est pas une complète, parce que c'est souvent les questions qui nous reviennent de la part de nos clients qui cherchent de la clairvoyance ou qui cherchent des conseils, parce que nous, en tant qu'agence de marketing web, on propose ce qui est le mieux par rapport à des données souvent qui sont rationnelles ou qui sont quantitatives. Là, mettons la quantité de résultats de recherche ou le coût par clic ou le CPM. Il y a un côté rationnel à ce qu'on fait. Mais il y a aussi un côté irrationnel en entreprise de dire je crois qu'on a fait tout ce qu'on devait faire dans notre MVP puis notre tech est tellement forte que là, c'est le temps de genre domper une fortune en marketing puis aveuglément pour faire lever la machine. Puis après ça, ben le ralentir un petit peu parce que là, tu as tout testé les features, puis là, tu as eu plein de commentaires, puis tu as eu plein d'affaires, puis là, il faut que tu améliores ta tech. Fait que là, faut que tu le ramènes, puis c'est tough de naviguer à travers ça. Parce que des fois, les clients nous reviennent, ils ont des produits, des SaaS, ils ont différents types d'entreprises, puis là, ils commencent à avoir des commentaires négatifs, beaucoup plus de feedback, parce que là, des fois, ça s'essouffle un petit peu. Là, il faut comme tu retournes à la table de dessin, puis tu dises... Ouais, on avait pensé à tout ça, il y a un an, là, puis là, ça commence à être moins bon. Puis là, il faut comme retourner à la table de dessin. C'est intéressant parce que justement, moi et Nicolas, on est un petit peu là. On a fait des trucs pendant la pandémie parce qu'on s'est comme réorganisé, on a changé plein d'affaires. Puis on a ajouté cette année, en fait, en 2021, à partir du mois d'avril-mai, on a ajouté des account managers, qu'on appelle des gestionnaires d'expérience client. Ça a changé complètement notre flow de travail avec les clients. Donc, au lieu que le spécialiste SEM ou que le spécialiste SEO parle directement avec le client, mais en réalité, c'est qu'on a mis un intermédiaire qui s'assure de gérer les communications, les budgets, les délais, les échéanciers, puis tout ça. Mais tous nos processus d'affaires sont restés avant ce chiffre-là. Fait que là, comme tout est en train de genre s'égrener puis de dégringoler dans le sens que
ce qu'on faisait avant d'avoir ça, ben là, fonctionne plus. Alors là, l'autre affaire, il y a comme un genre de gap, là. Un décalage. Où est-ce qu'il y a un décalage parce qu'on a implanté quelque chose de super gros. Ouais. Que je pourrais un peu rallier ça derrière. On a implanté de quoi de nouveau tech, mais on n'a pas investi dans notre marketing, dans nos opérations pour que ça suive. Puis c'est vraiment important. Puis on le voit chez nos clients, on le voit, on n'est pas à l'abri de ça. Fait que tu sais, je pense que la finalité de ça, c'est justement de se comprendre comme compagnie, puis de jeter ses lunettes roses, puis de un peu face the truth, là, parce que... Ben, tu sais, c'est... T'as revenu tantôt avec l'expression, là, think inside the box. Ouais, c'est la tienne en passant. Ouais, tout à fait, là, qui est sorti on the spot, là. Je te donne, si tu veux. Je l'apprends. Mais, tu sais, c'est ça aussi, tu sais, c'est bien cool, man, de se mettre à l'extérieur de la compagnie, puis de regarder, tu sais, de tout, là, sur son île, tu sais, sur son cap, puis de regarder, ben, tu sais, je pense que ça aussi, ça vient en complément de réponse, là, de pouvoir, tu sais, d'être sur le plancher avec le monde puis de voir c'est quoi les besoins en real time. On a cette opportunité-là que la pandémie nous a donnée de pas être trop gros encore. Fait que, tu sais, on est là puis on voit ce qui se passe avec notre monde puis on est capable de réagir en temps réel parce qu'on est inside the box. Puis ça, je pense que j'espère que ça va être un problème à un moment donné parce que ça va vouloir dire qu'on est rendu à un stade plus grand puis c'est ce qu'on vise. Mais j'espère aussi qu'on va être assez alerte puis d'être assez conscient, là, aware, pour continuer à voir qu'est-ce qui se passe en fait, puis rester dans la boîte, puis regarder c'est quoi les solutions en real time. Ouais. Je pense, je sais pas, j'ai jamais été ça, mais je pense que c'est un des défis qui nous attend. Ouais. On a cogné à la porte souvent, mais on n'a jamais ouvert malheureusement. Oui, absolument. Simon, un grand merci. Ça a été presque une heure hyper intéressante. On a passé à travers plein d'affaires, des moments moins le fun au plus le fun, que vous avez changé de direction, que vous avez travaillé justement sur votre tech, vous avez amélioré vos affaires, puis un beau moment aussi entrepreneurial là, de résilience, de travailler sur soi-même, de travailler sur sa santé mentale aussi, d'un peu prendre un pas de recul, de jeter ses lunettes roses, puis de dire comme, OK, ben là, moi, je suis un être humain aussi, là, c'est pas tout, là, State 22, là, comme State 22 a besoin de moi, fait que je suis pas au maximum, ben c'est perdant-perdant là, comme situation. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça. C'est quoi l'avenir justement pour Simon? Qu'est-ce qui te réserve au niveau personnel? Qu'est-ce que ça te réserve aussi au niveau de State 22? Écoute, j'ai clairement, je suis affamé de continuer. J'allais dire finir, mais non, tu sais, c'est continuer en fait de qu'est-ce qu'on a bâti chez State 22. C'est pas un message d'espoir, pas pantoute. Moi, je suis convaincu. Le pire est derrière. Puis c'est super excitant qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. C'est dur des fois de se convaincre de ça, mais c'est ça qui s'en vient. Fait que, ouais, on va se concentrer là-dessus pour l'instant. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Puis après ça, sky's the limit, parce que je pense qu'on l'a dit l'autre jour. Je pense pas que ça peut être pire. Ah non, c'est sûr. Je pense que vous avez fait rapper le rock bottom, puis on le voit en ce moment, là, tu sais. Bon, un micro, on dirait, qui est comme déjà passé, puis ça existe même plus. Puis là, toutes les mesures de déconfinement sont comme accélérées fois 1000, puis on a un peu l'impression que c'est vraiment derrière nous autres. Fait que, je pense que pour vous autres, c'est signe de santé, de reprise de l'industrie à un pace qui sera peut-être pas autant qu'avant, mais qui va ressembler peut-être comme avant, puis là, graduellement, on va se rendre jusqu'avant. Mais en passant, on est au bout, mais ça vient de me faire flasher une question. Il y a eu un terme que j'ai lu sur Internet qui est les gens qui sont mad, qui n'ont pas... En fait, moi, c'est ça que je fais dans ce terme-là. Les gens qui n'ont pas voyagé dans les dernières années, là, qui sont comme affamés de voyage. C'est-tu quelque chose que vous prévoyez? C'est quelque chose que... Ouais, c'est vraiment quelque chose... les gens de Ticketmaster se sont prononcés là, un peu avant le micro, mais le micro a un peu brouillé les cartes. Mais le line-up d'artistes qui sont prêts à faire du tour, on parle de... On est dans le coin de 120-130%, je pense. C'est fou, les barrières sont en train de tomber. Il y a le CEO d'Expedia qui s'est prononcé vendredi passé, me semble, disant que Summer 2022 allait être la plus grosse saison de l'histoire du travel. Donc, c'est sûr que nous autres, on est bien excités de vouloir de capitaliser là-dessus. C'est clair. Puis, je vais être bien honnête avec toi, man. Notre temps est venu. Là, genre, je ne ferai pas le petit judéo-chrétien d'attendre que quelqu'un prenne la place. On va prendre notre place. Notre temps est venu. C'est très cool. Puis là-dessus, on va se laisser là-dessus. C'est le meilleur ending. Simon Boulet de State 22, merci beaucoup. Merci. Très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui.
Donc, ce qui conclut notre épisode numéro 3 de la saison 2 de Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web Rablab. Si vous avez écouté jusqu'ici, on vous remercie. Simon aussi, on te remercie d'avoir été présent. On a plusieurs autres excellentes émissions qui s'en viennent. On espère que vous avez eu du plaisir en écoutant le podcast. Vous avez appris des trucs. On vous remercie. On vous dit aussi qu'on est sur LinkedIn, évidemment, sur Instagram, sur Facebook. On cherche du monde. Nick, on cherche-tu des gens? Toujours. On a des postes ouverts. On cherche des gens qui sont prêts à, un peu comme Stay Tuned To, pas de rêve, mais beaucoup de stabilité, beaucoup de Belle compagnie. Belle compagnie, mais beaucoup de stabilité dans l'entreprise. Fallait pas que je tape sa table, je m'excuse. Mais ouais, beaucoup de stabilité. Puis on cherche aussi des gens qui veulent venir chez Rablab pour un peu construire le futur du marketing numérique. Et ça fera peut-être le sujet d'un épisode futur. Mais il y a beaucoup de bouleversements dans l'industrie du marketing numérique. iOS 14.5 en avril dernier, iOS 15 à l'automne. Google Analytics a été déclaré illégal en Europe dans les dernières semaines parce que là, c'est comme la guerre entre l'Union européenne, le GDPR, puis Google qui héberge des données aux États-Unis. Okay. Fait que, ouais, je veux dire, le shit show est pogné dans le web de plus en plus, mais ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment au devant de ça. On travaille justement à rendre le futur du marketing web plus, je veux dire, redonner le pouvoir aux entreprises pour que ça soit le plus intéressant pour eux, puis dans le détour, donner les meilleurs outils pour que ça soit le plus sain possible. On veut créer un modèle d'agence sain, on veut mettre les gens au centre des priorités. Fait que voilà, on a un bel agenda pour les prochaines années, moi et Nicolas. Donc, on vous remercie beaucoup et on va vous dire à un prochain épisode.